Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter les images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Bienvenue dans Flashback, votre émission sur les classiques du cinéma. Pour ce 23e numéro, c'est Alexis Homais et Marc Moquin qui nous accompagnent pour le lancement de Revue et Corrigée, le premier MOOC intégralement dédié au cinéma de patrimoine dont ils sont les cofondateurs. Nous évoquerons ensemble l'actualité riche de ce mois de juillet avec les nombreuses ressorties, l'exposition Chris Marker à la Cinémathèque française, les rétrospectives Dario Argento, Sergio Corbucci, Robert Bresson ainsi que les nombreuses séances estivales de cinéma en plein air. Enfin, nous aurons par téléphone Doug Edline qui viendra nous parler du Prisonnier d'Alcatraz de John Frankenheimer qui sort dans une très belle édition DVD Blu-ray chez Wildside. Et tout de suite, on parle des événements et des rétrospectives. Dans les événements de ce mois de juillet, débutons avec l'exposition Chris Marker qui a lieu à la Cinémathèque française et qui se poursuit jusqu'au 29 juillet, intitulée Les 7 vies d'un cinéaste. Elle revient sur un artiste secret, touche-à-tout, photographe, cinéaste, écrivain. Il publie son premier roman, Le Cœur Net, en 1949. Il réalisa notamment avec Alain Resnais Les statues meurent aussi, virulente charge anticoloniale. En le revoyant, c'est même assez frappant. Censuré pendant plus de 11 ans, puis il dirige la collection La Petite Planète qui renouvelle les guides de voyage. Il réalise ensuite Lettres de Sibérie qui est un peu un modèle de manipulation de montage, je le recommande aussi chaudement. Et puis en 62, bien sûr, La Jetée, son œuvre la plus célèbre qu'on peut redécouvrir en intégralité. Le premier film composé presque exclusivement de photographies qui inspirera plus tard Terry Gilliam et son Armée des 12 singes. Marker disait même à l'époque qu'il avait été fortement inspiré par le Vertigo d'Hitchcock. Il co-réalise ensuite avec Pierre Lhomme Le Joli Mai, chronique sur le Paris d'après-guerre. Puis il photographie de nombreux événements, de nombreux mouvements et des révolutions à travers le monde. En 74, il réalise un formidable documentaire sur Yves Montand, La solitude du coureur de fond. Et puis en 77, il sort Le fond de l'air est rouge sur les luttes révolutionnaires dans le monde. Enfin, dans les années 80 et 90, c'est des documentaires sur le mur de Berlin et les Balkans, mais aussi des expérimentations visuelles assez intéressantes. Messieurs, est-ce que vous avez pu découvrir cette exposition Chris Marker à la Cinémathèque ? Oui, Marc Moquin. Oui, l'exposition qui est assez dense. Si vous allez la voir, d'ailleurs, faut bien vous réserver une après-midi entière, parce que non seulement il y a toujours un peu le côté très fétichiste de toutes les expositions de la Cinémathèque, mais plus encore, il y a tellement de modules vidéo, enfin, ce sont même plus des modules de séances, en fait, cinéma et vidéo, répartis dans toute l'exposition, qu'il faut vraiment, faut envisager 3-4 heures, 5 peut-être, pour absolument profiter de tout ce que la Cinémathèque a remis en scène autour de Chris Marker. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas juste une sorte de compilation de best-of en fait de Marker, c'est qu'il y a une vraie mise en scène de l'exposition et c'est ça qui est très intéressant avec toutes les figures classiques de Marker, soit d'un côté la figure révolutionnaire, ou soit de l'autre côté la figure peut-être un peu pop avec le fameux chat de Chris Marker qu'on retrouve. Et en tout cas, c'est clairement quelque chose à ne pas manquer pour cet été. Elle a lieu jusqu'à fin juillet, je crois, donc c'est le bon moment. Et là, il y a un petit peu moins de monde. En plus, c'est parfait pour y aller, pour profiter du moment, de bien regarder les séances, de bien regarder tous les textes qui ont été écrits, soit par Marker, soit par les gens qui ont écrit autour de Marker. Ses amis, il a quand même fréquenté et eu des bonnes fréquentations, voilà. Et donc voilà, immanquable de l'été en termes d'exposition cinéma. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs
meurent des gens sur la jetée, brouillés par la peur. Autre événement de ce mois de juillet, le Festival international du film de La Rochelle, qui a déjà commencé depuis le 29 juin et qui se poursuit jusqu'au 8 juillet avec de nombreux hommages. Alors le Festival de La Rochelle, c'est sur le cinéma actuel, mais c'est aussi sur le cinéma dit de patrimoine, avec notamment une intégrale Robert Bresson. On pourra retrouver tous ces films, on va parler de Bresson juste après. On parlera évidemment aussi d'Ingmar Bergman. Enfin, Bergman, on en reparlera beaucoup plus à la rentrée puisqu'il y a tout un événement autour. Mais le Festival de La Rochelle lance les festivités. Aki Kaurismäki également, Nick Park et les studios Hardman, un focus sur la Bulgarie également, et puis des leçons de musique, notamment avec Béatrice Thirier, compositrice de longue date de Noémie Cabrera et Pascal Ferrand qui sera là, avec un ciné-concert, une nuit avec Christopher Walken, avec la présentation de Voyage au bout de l'enfer de Brainstorm de Douglas Trumbull et du King de New York d'Abel Ferrara, et puis également une carte blanche, entre guillemets, à Skolimowski, Jerzy Skolimowski, avec la projection du Départ, qui aura lieu le 4 juillet à 17h, une projection précédée d'un concert de Bertrand Ravalard en hommage à Christophe Comeda, avec le thème du Départ et d'autres musiques de films. Donc une très belle programmation à découvrir à La Rochelle jusqu'au 8 juillet. Dario Argento, le roi du giallo, est en salle à nouveau depuis le 27 juin. 5 films du maître, du magicien de la peur, sont en salle: L'oiseau au plumage de cristal, Le chat à 9 queues, Suspiria, Phénoména et Opéra. Fascinant réalisateur italien qui depuis presque un demi-siècle est devenu le maître incontesté de ce type de thriller à l'esthétique baroque et expressionniste, où la peur évolue souvent vers le fantastique et l'horreur. Il transcende le film de genre avec des références psychanalytique ou érotique. Je n'en suis pas un inconditionnel, mais messieurs, est-ce que Dario Argento, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, est à découvrir absolument? C'est un réalisateur qui a réussi à s'émanciper un petit peu justement du film de genre, qui est souvent très marqué, on va dire, public populaire, avec des codes très faciles et très abordables et souvent un peu grand guignol, et qui en fait des caisses. Et finalement, certains auteurs se sont émancipés de cette petite case, on va dire, de cinéma bis, pour vraiment apporter une vision d'auteur. On pense notamment à Fulci, mais également à Argento. Et Argento, justement, est connu pour justement travailler toute une psychanalytique, une psychologie de ces personnages à travers des obsessions aussi bien visuelles que cérébrales sur la sexualité, sur les femmes, sur moi je sais pas, je l'approche un petit peu d'un cinéma qui se rapproche un petit peu d'un cinéma comme l'a pu l'être Clouseau à une autre époque, et donc lui est devenu justement un maître du cinéma en Italie puis dans le monde, connu justement pour ce cinéma-là très, très visuel, très viscéral, qui est complètement expansif visuellement, mais complètement fascinant. Et j'ajoute que dans Revue et Corrigée, on va bientôt en parler, mais il y a un très bon article signé Loris Drew Lombroso sur Dario Argento, très intéressant sur les thématiques, sur son œuvre, et puis suivi d'une interview, c'est quand même assez lié, de Stéphane Boyer, qui est responsable des éditions du Chat qui fume, qui est un éditeur de films bis, on va dire. Très spécialisé justement dans ce genre-là. Voilà, mais qui est tout à fait recommandable et qui est devenu d'ailleurs recommandable depuis quelques années, genre qui a quand même été méprisé pendant bien longtemps, il faut bien le dire, clair. Mais qui est devenu tout à fait respecté et respectable maintenant. Un sacco di strani, incredibili e assurdi avvenimenti. Padre le notava già da qualche mese. E prima di andare via, ti dati a me questi appunti. Ti faccio leggere tutto questa sera. È la chiave che ci consente di sapere dove vanno le insegnanti ogni notte. Susi, tu sei niente di streghe. Cosa fanno le streghe? Il male. Nient'altro al di fuori di quello. Cercavi Sara? È sparita. Ha preso armi, bagagli e via. Ma è impossibile. Autre
Autre rétrospective cette fois consacrée à Robert Bresson. Là, on change radicalement d'univers, à la Cinémathèque française du 4 au 29 juillet. Alors là, on est dans l'ascétisme, on est dans le dépouillement le plus total. L'absence de psychologie, c'est ce qui aussi marque les films de Robert Bresson. Quelques-uns, bien sûr, Pickpocket, L'Argent, Mouchette, pour citer les plus célèbres. Le cinématographe, selon Bresson, mettait en valeur ces acteurs qu'il considérait comme des modèles. La plupart étaient non professionnels, qu'on peut retrouver donc dans nombreux films de ce cinéaste qui a quand même énormément inspiré des générations suivantes, notamment à travers des films comme Le Journal d'un curé de campagne, qui ressort en salle le 4 juillet, ainsi que Les Dames du Bois de Boulogne, que Les Acacias ressortent également le 4 juillet, inclus dans cette rétrospective, qui a lieu à la Cinémathèque française jusqu'au 29 juillet. Changement d'univers avec Sergio Corbucci, toujours à la Cinémathèque française du 9 au 29 juillet. Alors, Sergio Corbucci, c'est un réalisateur qui a été beaucoup dans l'ombre de Sergio Leone. C'est un peu un des petits maîtres du cinéma, du western italien, qui s'est fait surtout connaître avec Django et Le Grand Silence. On a parlé dans le précédent flashback d'un film quand même très mineur de Corbucci qui valait juste pour la présence de Johnny Hallyday qui était le spécialiste. Sergio Corbucci, Marc, comment on pourrait le résumer ? Alors, malgré tout, voilà, il y avait les trois grands Sergio du western italien. Il y avait Sergio Leone, Sergio Corbucci et Sergio Sollima. Et Corbucci, c'est intéressant de se repencher dessus aujourd'hui parce que, alors, il y a le prétexte idéal qui est la ressortie de la version restaurée du spécialiste qui n'est clairement pas son meilleur western. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tous les autres cinéastes du western italien ont été dans de l'émule, dans des westerns italiens sans grandes idées, quand on regarde certaines variations de Django ou de Sartana, etc., où on a eu des tonnes et des tonnes, on se rend compte en fait à quel point le cinéma de Corbucci est richissime en idées. Quand il fait Le Grand Silence, en fait, il invente, enfin c'est pas le seul à l'avoir fait, il y a eu La Chevauchée des Bannis avant, mais il invente une nouvelle variante du western hivernal. Quand il fait, évidemment, quand il fait Django, il crée une nouvelle vision du héros qui n'est pas exactement la même que celle qu'il y a chez Sergio Leone, et évidemment pas forcément la même que celle qu'il y a chez Sam Peckinpah au niveau des Américains. Par exemple, Django, c'est un héros assez où on est revenu pour le coup à un minimalisme de la caractérisation que même Sergio Leone n'aurait jamais fait. C'est un personnage qui est non caractérisé. Django, par exemple, c'est un personnage, sa caractérisation se résume à son premier plan. C'est un personnage badass, si on veut, qui tire son cercueil. Voilà. Et ça ne va pas plus loin, en fait. Et il y a, en fait, toute cette inertie, toute cette idée, plutôt, qui traverse, en fait, le cinéma de Corbucci, qui se résume à des idées minimalistes, en fait, face à un Sergio Leone qui va être dans la fresque. Et Corbucci, pareil, Le Grand Silence, western hivernal, Jean-Louis Trintignant face à Klaus Kinski, un enjeu assez minimaliste. On pourrait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais facilement c'est le bon contre le méchant, le bon Trintignant contre le méchant Kinski, et sans raconter ce qui se passe à la fin, Corbucci fait quelque chose que bien peu de cinéastes de sa génération, d'avant ou d'après, ont fait. Et voilà, et à chaque fois, il profite en fait soit de la non-caractérisation de ces personnages pour faire de l'iconisation et donc créer juste des personnages qui vont être remarquables, paradoxalement non caractérisés, comme dans Django, soit il va faire du grand western de paysage, du grand western d'univers, comme dans Le Grand Silence, avec une des plus belles musiques d'Ennio Morricone, ou soit dans Compañeros, qui est un non plus excellent western aussi, dont on parle assez peu. Et en fait, voilà, ça recontribue à redévelopper un peu le regard qu'on a sur Corbucci, qu'on a redécouvert timidement quand il y avait eu la sortie de Django Unchained de Tarantino, où on s'était à l'époque repenché sur Django parce qu'il était ressorti en salle à l'époque. Et là, voilà, on commence à se repencher de nouveau sur le reste. Donc Compañeros, donc Le Grand Silence. Là, voilà, ça, c'est déjà son panthéon. Il y a néanmoins, voilà, le spécialiste, mais vous en avez déjà parlé. Le spécialiste, c'est pas terrible, mais pourtant, il y a un filmage du territoire qu'il n'y a pas dans d'autres westerns, où ça se passe dans des territoires alpins et verts, et il y a peu ça dans d'autres westerns. Donc malgré tout, le film a son originalité. Donc voilà, Corbucci, c'est un vrai cinéaste du western italien à redécouvrir. Pour ma part, j'attends le moment où on fera une rétrospective, si ça n'a pas déjà eu lieu, j'espère, Castellari, qui est le réalisateur de Keoma notamment,
Et voilà, il y a encore beaucoup, j'imagine, de travail à faire autour de certains réalisateurs du western italien. Donc, avec Corbucci, on suit certainement la bonne voie. Donc, à retrouver à la Cinémathèque française. Et puis, c'est une période estivale, évidemment, et on aime regarder le cinéma en plein air à cette époque-là. À commencer avec la Cinémathèque de Toulouse, qui propose une belle programmation du 6 juillet au 25 août, une sélection de films, pour la plupart des grands classiques de l'histoire du cinéma, que l'on pourra découvrir en plein air. Alors, pêle-mêle, Laura de Preminger, Les Oiseaux d'Hitchcock, Parle avec elle, Almodovar, THX 1138 de Lucas, mais aussi Sur les quais de Kazan, Le voyage fantastique de Richard Fleischer. Enfin, je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup. 20 milieux sous les mers aussi de Fleischer, au passage. Mais voilà, il y a vraiment une très très belle programmation à découvrir donc à la Cinémathèque de Toulouse. Et puis, le cinéma en plein air à la Villette, c'est aussi du 18 juillet au 19 août à la Prairie du Triangle de la Villette, avec cette année comme thème la chanson. Ça démarre un peu en fanfare avec La La Land de Damien Chazelle en version karaoké. Ça, je suis moins sûr, mais ce sera dès le 18 juillet. On retrouvera La vie aquatique de Wes Anderson. Plus loin de nous, il y aura Yellow Submarine de George Dunning, Jules et Jim de Truffaut, mais Pierrot le Fou notamment, Le Diable est dans les détails, un film de Fabien Gorgère, mais qui est un court-métrage, Rivière sans retour de Preminger, et puis Deux temps forts également, On connaît la chanson d'Alain Resnais, et puis enfin, clôture, est-ce qu'on pouvait mieux terminer de manière plus déchirante, avec Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai. Je te cacherai et je te garderai. Mais mon amour ne me quitte pas. Tu sais bien que ce n'est pas possible. Je ne te quitterai mon amour, il faudra pourtant que je parte. Tu sauras que moi je ne pense qu'à toi, mais je sais que toi tu m'attendras. Il y a un an, ils ont eu l'idée audacieuse de lancer une revue uniquement dédiée au cinéma de patrimoine, bien qu'ils n'aiment pas beaucoup ce terme. Et pourtant, le cinéma classique, les versions restaurées, les éditions Prestige, DVD Blu-ray n'ont jamais fait autant parler d'elles. Nous l'évoquons chaque semaine dans Flashback. Désormais, vous pourrez retrouver toute l'actualité du cinéma classique dans Revue et Corrigé, un MOOC trimestriel cofondé par Alexis Yomet, Marc Moquin, Eugénie Filot et Sylvain Lefort, soit près de 150 pages sur le classique à dévorer. Alexis Yomet, bonjour. Bonjour. Les auditeurs de Séance Radio vous connaissent bien grâce aux émissions La Grande Séance et Super 16 auxquelles vous avez collaboré. Marc Moquin, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier votre premier ouvrage, Tony et Ridley Scott, frères d'armes, édité aux éditions Playlist Society. Messieurs, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, qu'est-ce qui a eu l'idée, qu'est-ce qui a déclenché l'idée de faire une revue uniquement sur le cinéma de patrimoine ? En fait, c'est une idée qui vient de plusieurs choses, puisque à Cannes l'an dernier, il y avait eu une réunion sur l'avenir de la presse cinéma, tout simplement, et l'idée avait été évoquée de faire une revue sur le cinéma de patrimoine, compte tenu de l'actualité justement florissante de ce secteur. Après, cette idée nous est trottée un petit peu dans la tête, sachant qu'il y avait Première Classics aussi qui allait se monter dans pas longtemps. Donc, on a travaillé cette idée-là dans notre tête en se disant, c'est vrai qu'il n'y a pas de revue spécialisée uniquement là-dessus, c'est-à-dire qui serait suffisamment agrégatrice et servir d'outil pour le lecteur qui référencerait à la fois toutes les sorties au cinéma, en vidéo, en VOD également, puisque ça va arriver assez vite avec des plateformes comme Netflix qui prennent énormément de place chez n'importe qui. Et donc, il fallait trouver un média qui puisse mettre en avant, mettre en valeur toutes ces ressorties, voilà, Blu-ray, DVD, sachant qu'il y a énormément de travail aussi qui est fait derrière, puisque tous les restaurateurs, tous les laboratoires qui travaillent là-dessus vivent aussi de ça, et il faut mettre en valeur leur travail sur chaque restauration de film. Et donc c'était aussi l'occasion pour nous de ne pouvoir parler, on va dire, que de bons films en quelque sorte. C'est pas un pari
hautement risqué au moment où voilà, la presse cinéma ne vit pas des heures très faciles. C'est un sacré pari, Marc Moquin. D'un côté, c'est un pari. De l'autre côté, autant voilà, la presse cinéma a les difficultés qu'on lui connaît. Néanmoins, la presse spécialisée, de niche, on va dire, elle vit dans une bulle qui lui permet de non seulement éventuellement bien vivre, mais se développer aussi. Et ces dernières années, il y a néanmoins un certain nombre de revues qui se sont développées sur le cinéma ou autres, qui vivent sur des tirages et un public peut-être un peu plus restreint, qui ne tire pas à 100 000 ou 200 000 exemplaires, et qui arrivent néanmoins à développer des beaux objets, des nouveaux publics, des nouveaux regards, etc. Ces 2-3 dernières années, il y a eu la naissance de la 7e Obsession de Thomas Haydan, il y a eu Rokirama, il y a eu Carbone, autant de revues qui sont d'un côté des propositions graphiques assez soignées, assez belles, des objets qui sont en vente dans les librairies, enfin c'est pas juste du magazine consommable, et de l'autre côté l'idée de dire voilà, on arrive avec ces nouveaux regards sur le cinéma au moment où on dit que la presse papier décline, et nous on est capable de développer voilà, ces nouveaux regards à travers de ces beaux objets, ces beaux papiers. Et donc pourquoi pas le faire nous, sachant que, comme le disait Alexis, il y a une sorte d'essor sur le développement du cinéma de patrimoine qui est assez inédit. C'est-à-dire que cette revue-là, on n'aurait pas pu la faire il y a 10 ou 15 ans. À l'époque du DVD, il y a 10 ou 15 ans, on commençait à avoir fait le tour du DVD. Au niveau d'éditorialisation, il y avait moins de choses inventives qui se faisaient. Et là, ces 4, 5, 6, 7 dernières années, peut-être qu'il y a une sorte de boom d'éditorialisation, de ressorties numériques, avec les restaurations 2K, 4K, qui soulèvent aussi plein d'interrogations. On en parle dans la revue, avec des problèmes de restauration, de conservation numérique, mais c'est plein de nouveaux enjeux qui, en fait, redynamisent toute l'approche de films anciens, entre guillemets, et faisant que, en fait, c'est florissant comme actualité. Et non seulement ça concerne plein de gens d'un point de vue professionnel, plein de distributeurs, de restaurateurs, etc., mais de l'autre côté, ça concerne aussi énormément de spectateurs, soit de spectateurs en salle, soit de potentiels spectateurs vidéo, en fait, qui vont acheter les films dont on parle dans la revue. Si vous allez, moi ce que j'aime bien prendre, c'est si vous allez dans les magasins de grande distribution, les grandes librairies culturelles parisiennes, par exemple. Alors ok, on est peut-être à Paris, c'est pas partout comme ça, mais il y a toujours en tête de gondole, il y a toujours un quart peut-être ou un tiers, si on est large, des DVD, des sorties DVD et Blu-ray qui va être consacré à du patrimoine. Je parle là des éditions Wildside, l'Arabia, Carlotta, etc., etc. Quand Carlotta Film a sorti, par exemple, La Porte du Paradis de Cimino, il y a 4 ans, 5 ans, un truc comme ça, où ils avaient fait une très belle édition du film avec un coffret DVD Blu-ray contenant notamment le scénario du film, etc. Il y avait eu tout un engouement assez inédit, à la fois sur le film en lui-même, parce qu'il était redécouvert, par une partie du public du moins, et sur l'objet. Et du coup, voilà, on se dit à ce moment-là, il y a quelque chose à faire avec, alors le terme est un peu mal choisi, mais il y a quelque chose à faire avec ce marché, en fait. Et parce qu'il y a des spectateurs, il y a des cinéphiles, il y a des gens qui sont pas cinéphiles, mais juste curieux d'ailleurs, qui sont vraiment les gens qu'on vise aussi, parce que on parle de films anciens, mais on ne parle pas de films anciens que des érudits, en fait. On cherche à s'adresser à tout le monde. Donc, en fait, ça peut paraître effrayant de se dire on lance ça, mais de l'autre côté, si on se dit visons à la fois de la niche et à la fois large, soyons ouverts au reste, profitons de cette inertie de la part des professionnels et du public, finalement c'est un pari qui est risqué mais qui est mesuré, et aujourd'hui au jour du lancement, enfin en plein lancement en tout cas, on se rend compte que voilà, on n'a pas tapé complètement à côté. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment l'aventure s'est créée? Vous avez eu l'idée il y a 1 an, je me souviens très bien. Ensuite, à l'automne, vous avez lancé un site internet. Il y a eu une campagne de crowdfunding. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter, Alexis, les étapes qui ont fait qu'on en est au lancement aujourd'hui? En fait, le moment où on est passé de la réflexion à l'action, ça a été surtout le dernier festival de Lumière à Lyon, puisque j'avais pu assister au marché du film international classique qui se déroule au même moment, où tous les professionnels
de la restauration. Ça veut dire aussi bien les éditeurs que certains représentants de laboratoire y sont. Et donc, je leur ai pitché l'idée. Genre, est-ce que ça vous intéresserait si jamais on lançait une revue spécialisée sur l'actualité des films de patrimoine? Parce que nous, c'est ce qui nous intéressait. Parce qu'en revue sur le cinéma de patrimoine, il existe déjà, par exemple, Rokirama, mais eux sont plutôt spécialisés, et ça fait 3 ans qu'ils font déjà ce travail acharné sur plutôt le cinéma américain des années 70, 80, 90. Et ils ont une niche, ça fait 3 ans que ça fonctionne là-dedans, et il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a Première Classique qui se lance, mais eux, c'est plus des modules sur certains films, et donc leur ligne éditoriale s'adapte en fonction de ce qu'ils ont envie de parler. Nous, c'était vraiment de mettre en avant les ressorties et d'établir un calendrier sur 3 mois. Et à partir de là, les éditeurs qui se sont dit, tiens, il y a un média qui veut parler du travail que l'on fait, du travail d'éditorialisation comme a parlé Marc. Et là, tout d'un coup, tout le monde nous a ouvert les bras. Et à partir de ce moment-là, on a dit, si tout le monde nous dit go, allons-y, lançons l'aventure. Donc, on a commencé d'abord avec un site internet pour à la fois parler de nous, et déjà écrire des papiers, montrer que déjà on sait mettre des mots dans une phrase et des phrases dans des paragraphes, etc. Donc la chose a pris, on a fait des belles interviews de Serge Bromberg, de qui d'autre encore, de la Cinémathèque. On avait eu Hervé Pichard, qui nous avait parlé des principes de restauration, notamment dans son travail à la Cinémathèque, et qui est d'ailleurs un des articles qui avait le mieux marché sur le site, alors que quand on l'a posté, nous on avait appris plein de choses en discutant avec lui, on se disait que ça serait intéressant, mais que on parle de restauration, c'est un petit peu vulgarisé si j'ose dire, mais on restait quand même dans un cadre professionnel, un petit peu technique, etc. Très technophile. Et c'est un des articles qui a le mieux marché sur le site, même j'en ai parlé même auprès entre guillemets de néophytes qui étaient extrêmement intéressés par et comprendre en fait comment certains films anciens sont restaurés ou comment certains films récents ont besoin d'être restaurés également. Et donc en fait, l'idée c'était pas juste de faire comme n'importe qui la critique des films que tout le monde a déjà vu, c'est l'idée de reparler des films aujourd'hui, donc de ces films restaurés, donc à l'époque où ils sont sortis, mais à l'époque où ils ressortent aujourd'hui, savoir quel effet, quel symbole ils peuvent avoir. Par exemple, là, récemment, il y a GSI, Joint Security Area de Park Chan-wook, qui parle justement d'un conflit à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il n'y a rien de plus actuel au niveau politique, et pourtant c'est un film qui a été réalisé en l'an 2000. Alors parlons un peu de l'objet, bien bel objet, il faut le dire, bravo pour ça, c'est très réussi. Alors il y a donc, pour donner envie aux futurs lecteurs de le découvrir, il y a plusieurs parties. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quelles sont les rubriques, comment ça fonctionne? Voilà, en fait, il y a 3 grands axes dans la revue. Il y a toute une grande partie, une grande première partie qui est un grand dossier, qui est la couverture, qui fera sans doute, du moins on l'imagine, la couverture à chaque numéro. Donc c'est le grand dossier revoir, en fait. Alors là, précisons que c'est Orson Welles qui est en couverture. Vous avez plutôt pas mal choisi. C'est un bon parrain pour Orson Welles, qui est un plan qu'on a illustré de F for Fake d'Orson Welles. Donc là, on a ce grand dossier qui s'appelle Revoir l'invisible, où en fait c'est une grande, si vous voulez, c'est une grande carte de présentation de la revue, où on parle de qu'est-ce que c'est revoir un film dans tous les sens du terme. Donc revoir le film, le restaurer d'un point de vue technique, donc très simplement, vous avez des pellicules, elles vieillissent, il faut les restaurer, les nettoyer. Donc d'un point de vue technique, d'un point de vue déontologique aussi, parce que dans ces processus de restauration, il peut ou ne peut pas avoir des altérations du film, si on nettoie trop la pellicule, si on applique des correctifs, des réétalonnages, etc., on peut dénaturer le film. Et il y a des exemples très récurrents de ça, de films qui sont dénaturés, qui ressortent dans des versions inédites, à tel point que les versions qu'on a aujourd'hui ne correspondent aucunement au film tel qu'il était projeté à l'époque. Même des fois, le réalisateur est mort, donc est-ce qu'on correspond à la vision du réalisateur ? Et le réalisateur est mort, ou parfois le réalisateur altère lui-même son œuvre. Tout à l'heure, Alexis parlait de Friedkin. Friedkin est un réalisateur qui a profondément, dans ses restaurations, altéré ses films. Si vous voyez la restauration superbe néanmoins de Sorcerer, Le Convoi de la Peur, l'étalonnage du film ne correspond pas du tout à l'étalonnage d'époque. Ce genre, voilà. Donc on parle de ça. Ensuite, on parle de revoir dans le sens le regard aussi. Donc on parle de transmission, c'est-à-dire c'est le travail des passeurs, le travail des éditeurs, des distributeurs, des passeurs en général aussi, des cinéphiles qui travaillent à la transmission du cinéma, des associations ciné-clubs qui vont
permettent de faire évoluer, changer les regards sur les films. Soit on a fait une interview de Vincent Paul Boncourt de Carlotta Film qui fête ses 20 ans, où voilà, on a fait un peu le bilan de 20 ans de Carlotta, là où il a commencé, là où il en est aujourd'hui, comment il a fait tout un accompagnement, par exemple sur Fassbinder. Ça fait 13 ou 14 ans qu'il suit Fassbinder comme ça, et qui permet à des nouvelles générations de découvrir Fassbinder. Et donc voilà, de créer des nouveaux regards sur des cinéastes classiques. Aussi, on s'intéresse aussi aux relectures anachroniques, c'est-à-dire des films qu'on va relire avec des standards d'aujourd'hui, pour le pire ou pour le meilleur, mais qui permettent néanmoins à ces films d'être toujours vivants, en fait. Ça va être des films qu'on va relire avec des standards politiques, culturels, sexuels, n'importe, etc. Mais ça va, voilà, permettre à ces films de dire, ils suscitent toujours le débat aujourd'hui. Soit parce qu'ils étaient avant-gardistes, soit parce qu'au contraire, ils sont un peu réac, mais qu'importe. Ils sont revus aujourd'hui et corrigés du coup à la sauce. Mais voilà, donc on parle de ça. Et enfin, on a pour conclure ce grand dossier, on a toute une étude de cas sur Orson Welles, et notamment The Other Side of the Wind, de l'autre côté du vent, qui est le dernier film inédit d'Orson Welles que Netflix a racheté et a post-produit, qui est un film qu'Orson Welles a tourné dans les années 70 et a abandonné à la suite d'une très longue histoire que Alexis résume très bien dans son dossier. Et Netflix a tout récupéré, tout reconstruit entre guillemets, et va le ressortir cette année. Et du coup, tout ça pose plein de questions, parce que c'est comment Orson Welles, on parle du patrimoine Orson Welles. Orson Welles, c'est un cinéaste qui s'est auto-patrimonialisé, c'est assez... Il est devenu une légende... Voilà, donc on parle de ça, et puis on parle de la sortie à venir de l'autre côté du vent sur Netflix, des questions que c'est un peu impliqué en termes de patrimoine sur Netflix, parce que Netflix a du patrimoine sur sa plateforme, mais ne le met pas exagérément en avant, quoi. Ça, c'est pas vraiment leur priorité. Donc voilà. Tout ça, c'est ce grand dossier qui doit faire 40-45 pages, je crois. Ensuite, il y a une deuxième partie qui s'appelle Corriger. Là, on est dans des textes critiques, analyses de sorties qui font l'actualité du cinéma de patrimoine pendant l'été. Donc, sortie en vidéo, sortie en salle. Je donne quelques titres au hasard. Il y a Lobster Film qui sort un coffret, Les pionnières du cinéma. Donc, c'est l'occasion de reparler des femmes cinéastes des années 10 et 20. Il y en avait eu énormément. Alice Guy, Mabel Normand, Louise Weber, Dorothy Arzner, qui constituent tout un contingent féminin, en fait, de réalisatrices qui a extrêmement bien marché à l'époque et a malheureusement disparu ensuite pour un certain nombre de raisons, et on en parle justement dans l'article. Donc, typiquement, ça c'est exactement le moment opportun en fait de re-raconter en fait cette histoire. Il y a eu d'ailleurs plusieurs, on en a pas mal parlé récemment. Il y a eu un docu sur Alice Guy à Cannes. Il y a eu un docu qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Et la femme créée à Hollywood. Donc voilà, on est quand même, et avec des thématiques qu'on se pose aujourd'hui aussi, où récemment on a reparlé beaucoup des problèmes de parité et de discrimination des femmes dans le cinéma français notamment. Donc voilà. Ça fait qu'il y a vraiment un dialogue qui se crée avec l'histoire. C'est le bon moment de reparler en fait de cette histoire du cinéma au féminin qui a été un peu zappée dans l'histoire du cinéma conventionnel. On parle de ça, on parle du giallo, on parle de GSA dont Alexis parlait, la balade de Narayama, le prisonnier d'Alcatraz dont on va parler, Bresson, Bergman, énormément de choses différentes. Ça, c'est la partie critique. Et il y a un dernier grand chapitre qui s'appelle Traversée, où là, c'est un chapitre de mélange, si vous voulez. C'est un chapitre où on traverse les époques, justement, où on fait se confronter le contemporain, donc notre époque, au passé, avec différentes rubriques, soit parce qu'on va fêter l'anniversaire, si vous voulez, dans une rubrique qui s'appelle Une décennie sous influence. On fête l'anniversaire d'un film qui fête ses 10 ans, en fait, et qui est l'occasion pour nous de parler d'un film plutôt récent. Mais plutôt récent dans le sens où, néanmoins, il justifie aussi, il a 10 ans, et il justifie d'une sorte d'entrée dans un patrimoine contemporain. Il est plus tout à fait d'actualité. En l'occurrence, c'est The Dark Knight de Christopher Nolan, qui s'est sorti à l'été 2008, et c'est un film qui avait énormément marché à l'époque, et c'est intéressant de se dire aujourd'hui, le film a 10 ans, il n'appartient plus vraiment à l'actualité du cinéma hollywoodien, au contraire même, il est entré dans un patrimoine hollywoodien que beaucoup de blockbusters
aujourd'hui aimeraient retrouver. Beaucoup de studios aimeraient retrouver un peu la gloire qu'avait inspiré The Dark Knight à Hollywood à l'époque. Donc on parle de ça, The Dark Knight 10 ans après, qui est un film intéressant à relire à l'heure de l'Amérique de Donald Trump. On parle de Tom Cruise face à Jean-Paul Belmondo. Il y a Mission Impossible 6 qui va sortir cet été. C'est l'occasion de rappeler les liens autour du concept de l'acteur cascadeur, ou plutôt même l'auteur cascadeur, comme l'a titré Alexis, qui a écrit l'article avec Luc Lariba. Donc comment ces deux acteurs se répondent d'un point de vue à la fois acteur et cascadeur et producteur. Et vous parlez aussi de Cannes, vous revenez aussi sur Cannes Classique. Voilà. Enfin, vous avez, il y a énormément de choses. C'est un menu très très complet, très très riche, très copieux. Ce menu, alors on va pouvoir le déguster comment on va parler un peu concrètement. Où est-ce qu'on peut trouver Revue et Corrigé? Ou à combien d'exemplaires? Est-ce que vous pouvez, Alexis, un peu nous renseigner là-dessus? Alors en fait, déjà il y a une partie financement qui est fonctionnée par un crowdfunding qui a permis de faire déjà des préventes et des préabonnements. Donc il y a déjà ces premiers contributeurs qui recevront leur numéro directement. On peut commander donc les numéros, donc le premier numéro, ou faire un abonnement directement sur le site. Ou alors il y aura une liste de librairies qu'on peut trouver sur Paris et les grandes villes en France, dans lesquelles on va distribuer justement les numéros et qu'on répertoriera sur notre site et nos réseaux sociaux pour que les gens puissent l'acheter directement en mode physique dans une librairie. Le tarif, on va en parler, 10 € le trimestriel. Vous avez quelles sont un petit peu vos attentes par rapport ce lancement? Vous le sortez à 3000 exemplaires. Quelles sont un peu les attentes par rapport à cette sortie? 10 €, c'était justement la question de l'accessibilité. Si on prend The Dark Knight d'un côté, c'est pour parler à un public assez jeune, récent, que si on les affrontait tout de suite avec du Dziga Vertov ou du Griffiths, qui est dans les années 10, tout le monde s'enfuit. Et donc la barrière des 10 ans, ça permet de tendre la main aux jeunes cinéphiles, de susciter leur curiosité. Et les 10 € justement, ça permet à la fois d'attirer justement le public, on va dire étudiant, qui sont pas non plus sans le sou, mais qui n'ont pas forcément énormément à dépenser dans des revues cinéma. Et puis en plus, comme on a fait un bel objet, c'est on va dire c'est un petit peu un marché honnête. C'est que d'un côté, nous on fait un produit qui nous tenait à cœur, et puis visuellement qu'on voudrait lire même nous-mêmes. Et le 10 €, ça permet de le rendre accessible à tous. Ça veut dire aussi bien aux cinéphiles expérimentés qui ont déjà vu 1000 fois les films dont on va parler, mais avec un œil différent, puisque on est une bande de jeunes trentenaires qui découvrent ou redécouvrent la plupart de ces films, et à la fois aux jeunes cinéphiles qui sont en train de se construire tout leur bagage filmographique avec cette revue comme guide, comme phare, on l'espère. Eh bien, en tout cas, on ne peut qu'encourager les auditeurs qui ne connaissent pas encore la revue de se précipiter. Donc, on peut la trouver en librairie, vous l'avez dit, aussi en abonnement. Le site internet également, qui continue. Voilà, revueetcorrigé.net, qui fonctionnera en parallèle de la revue avec des compléments additionnels. Par exemple, on avait des critiques en parallèle de Cannes Classique qu'on va remettre en avant par rapport au module qui est dans le livre, et avec d'autres interviews. Et voilà, ça continue en parallèle. Eh bien, Marc et Alexis, merci beaucoup. Vous restez avec nous, l'émission continue et on parle maintenant de l'actualité des ressorties. Dans l'actualité des ressorties de ce mois de juillet, débutons avec un film assez méconnu, L'œuf du serpent d'Ingmar Bergman, réalisé en 1977, qui ressort le 4 juillet avec David Carradine, Liv Ullmann, Heinz Bennett et Gert Freube, à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Bergman, mais nous en parlerons plus longuement à la rentrée. Nous sommes à Berlin en 1923, Abel Rosenberg, joué par David Carradine, se sent triplement étranger puisqu'il est juif américain et chômeur. Alors qu'il se perd dans l'alcool, il découvre le corps de son frère Max, suicidé d'une balle dans la bouche. C'est la première séquence du film, je veux dire, assez magistrale. Interrogé par le commissaire, il a l'intuition qu'on le soupçonne de plusieurs meurtres perpétrés dans le quartier. Il se réfugie auprès de Manuela, campée par Liv Ullmann, ancienne compagne de son frère, qui joue un numéro dans un cabaret des bas-fonds. En janvier 1976, donc quelques mois avant le tournage, Bergman est arrêté pour fraude fiscale en Suède. Il risque 2 ans de prison. Une violente polémique envahit le pays. Le cinéaste fait une dépression. Il est hospitalisé. Il décide de fuir la Suède. À ce moment-là, le producteur Dino De Laurentiis et le coproducteur allemand Horst Wendland, est-ce que je le prononce bien, Wendland, lui propose alors de financer son premier long métrage tourné à l'étranger. Bergman est alors à l'époque auréolé du succès de Scènes de la vie conjugale et de La flûte enchantée. Il se voit proposer un important budget dont il n'était pas vraiment coutumier. Il accepte de tourner en anglais pour la première fois.
et la dernière, il me semble. Le film jouit de décors époustouflants créés par Rolf Zehetbauer. Avec les studios de la Bavaria, il s'applique à reconstituer cette rue berlinoise, la Bergmannstrasse, elle porte bien son nom, découverte par le cinéaste suédois sur un dessin au fusain. Ces mêmes décors seront d'ailleurs utilisés quelques années plus tard par Fassbinder pour son Berlin Alexanderplatz. Bergman a cherché longtemps son comédien principal. Dustin Hoffman avait été longtemps envisagé avant que le rôle n'échoue à David Carradine. Échec à sa sortie, le film demeura comme une expérience un peu difficile pour Bergman qui n'était pas habitué à de telles productions. Marc, qu'en retenir de ce curieux film de Bergman qu'on a du mal véritablement à situer dans sa filmographie? Voilà, il a toujours été un peu à part et c'est peut-être pas plus mal en fait de le mettre un peu à part parce que Bergman c'est un cinéaste qu'on a souvent et que souvent encore on met dans une case ou dans des cases. Bergman c'est souvent le côté on ne pense qu'au 7e saut, le noir et blanc, von Sydow, la partie d'échecs, etc. Et or quand on se penche sur la carrière de Bergman, elle est en fait constituée quand même d'un certain nombre de films qui ont vraiment exploité des approches du cinéma différents, des films très formalistes, des films plus libres parfois, des films moins rigoureux sur la cinématographie, enfin moins visuels en tout cas. Et donc c'est peut-être assez intéressant de se dire voilà il est capable de faire ce genre de films un peu à part, de grosses productions malgré lui, où il se retrouve sur un film historique à costume. Alors c'est pas son premier film historique, mais là on est quand même dans un film qui, somme toute, a une approche classique du film historique, reconstitution de l'Allemagne, comme le dit la voix off au début, d'une époque de l'Allemagne où un paquet de cigarettes valait 4 milliards de marks. Et donc voilà, il y a un film qui a tout pour être une relecture classique de cette époque de l'Allemagne, avec donc ce gros budget, qui pourrait sombrer éventuellement dans l'académisme. Bergman n'est pas d'ailleurs hyper à l'aise avec l'anglais, il dirige moins simplement par rapport au suédois. Il est néanmoins quand même entouré de Liv Ullmann, qui était évidemment sa grande muse de l'époque, et qui continuera à diriger par la suite quand il sera revenu en Suède, parce qu'il finira par être acquitté de cette histoire, de cette malheureuse histoire de fraude fiscale. Mais voilà, et ce qui est intéressant dans l'œuvre du Serpent, c'est qu'il tente des choses. Vous avez d'un côté le côté fresque historique, le drame, et le dernier tiers du film prend un tournant assez inattendu. Il commence à mêler le thriller, le film d'angoisse même, à quelques moments. On est dans une époque de l'Allemagne où il y a le fascisme ou le nazisme en toile de fond. On parle du coup d'État avorté d'Hitler à un moment. Et tout le dernier acte du film devient voilà presque un film d'horreur. En fait, on croise un savant fou qui mène des expériences. On se perd dans des labyrinthes hospitaliers où on mène des expériences pas franchement normales, dans une Allemagne qui est, on va dire, en roue libre. Et c'est intéressant voilà, de dire que Bergman, dans ce film un peu à part, se permet justement d'explorer ces genres cinématographiques différents pour ce qui n'est peut-être pas son meilleur film. Il a quand même aligné un certain nombre de chefs-d'œuvre. L'œuvre du Serpent, qui est un film que néanmoins j'aime beaucoup, n'en fait pas partie. Et qui pourtant voilà, vient rajouter une pierre, vient rajouter un maillon à une filmographie qui est richissime et qui sera d'autant plus redécouverte à la rentrée pour la grande rétrospective Bergman. Autre ressortie, celle-là d'un film totalement méconnu, même inédit, un film de Niccolò Ferrari, Laura nue, réalisé en 1961, qui sort en réalité en version restaurée le 18 juillet, avec Giorgia Moll et Riccardo Garon. C'est l'histoire de Laura, une belle et jeune italienne, qui épouse Franco pour se plier aux convenances. Très vite, elle s'ennuie dans son ménage et n'éprouvant aucun amour pour son mari, elle va chercher le bonheur auprès d'autres hommes. C'est ainsi qu'elle rencontre Marco, un jeune professeur qui devient rapidement son amant. Le film donc n'a jamais été distribué. Il est réalisé par Niccolò Ferrari, réalisateur, il faut bien le dire, peu connu, seulement de quelques documentaires et de 2 fictions. Il fut tout de même l'assistant de Mauro Bolognini sur Le Bel Antonio, et on retrouve d'ailleurs un peu cette même veine sociétale. Le film a subi en Italie, et quand je raconte un peu l'histoire du film, on peut le comprendre, il a subi en Italie à l'époque la censure préventive sur son scénario, puis une campagne contre sa diffusion de la part d'organismes surtout liés à la critique catholique qui le qualifia de film moralement négatif et subversif. Une femme qui ne se satisfait pas dans la situation dans laquelle la société patriarcale voudrait
faudrait l'enfermer, un mariage conventionnel. Une femme qui assume son désir pour d'autres hommes, évidemment, ça ne plaisait pas à tout le monde. Une œuvre néanmoins extrêmement juste et lucide sur le mariage et l'émancipation, sur les faux semblants, où l'on joue tous un rôle, comme le dit d'ailleurs l'un des protagonistes à un moment donné du film. C'est aussi un film assez amer sur la déception amoureuse et la dépression natale. Il y a une scène, un moment d'une femme qui vient d'accoucher, qui est dans un état totalement dépressif, chose qu'on ne filmait très peu à l'époque. Un regard que porte Ferrari sur la société est très moderne et encore pertinent aujourd'hui. Citons également que la science du film se situe à Vérone, photographié par Luigi Zanni, dont c'est l'unique long métrage en tant que directeur de la photo, et ça n'est pas lui rendre justice pourtant, puisque la photo est magnifique, et on retrouve un peu une sensation de nouvelle vague dans la mise en scène, rappelant encore là le bel Antonio. Et puis on termine bien sûr par la superbe présence de Georgia Moll, qui est absolument magnifique, incandescente, sublime. Bref, un film totalement méconnu à découvrir dès le 18 juillet. Laura, non ti vergogni, ma lo sai che ora è? Sono quasi le 10. Quando sarai sposata sarà diverso. Lo sai, dipende solo da te. Non ho mai pensato di essere un peso per voi. Per voi è sempre come se avessi 3 anni. Ecco che cosa succede a viziare i figli. Ora smettila di fare i capricci. Saremo felici. Te lo giuro. Cosa ti passa per la testa? Stavo pensando agli uomini, ai ragazzi che ho conosciuto. Ormai agli uomini ci sono abituato. Mi sembrava che queste cose potessero sostituire l'amore. Tutti uguali e sognate di essere padroni di un harem. Non sei una donna, non lo sei ancora. Mi sento l'ultima delle donne e vorrei stimarmi un po' di più. Parli della tua libertà, ma che cosa ti serve? Se uno non si sente libero, che cosa vive a fare? Changement de registre avec la partie de Black Edwards, The Party, qui ressort régulièrement, mais qui la ressort le 18 juillet avec Peter Sellers. C'est un film d'été parfait. Alors cette histoire de cet acteur indien, est-ce que je vais bien le prononcer, Rundi Bashki, qui est engagé par un studio hollywoodien pour interpréter un soldat indigène dans un remake de Junjadin, mais faisant preuve d'une terrible maladresse, il fait exploser le coûteux décor. Exaspéré, le producteur demande à ce que le nom de Bakshi soit inscrit sur une liste noire, mais suite à un quiproquo, le comédien indien se retrouve en fait invité à la soirée annuelle du studio. Le comédien indien, est-ce que c'est utile de le dire, est campé bien sûr par Peter Sellers. Troisième collaboration du tandem Black Edwards-Peter Sellers après bien sûr les 2 premiers volets de La Panthère Rose. C'est un chef-d'œuvre du burlesque qu'on peut voir à mon avis indéfiniment, constamment inventif jusqu'à l'absurde, proche d'une certaine folie comique. Cette façon unique de faire durer le gag, notamment dans la première scène où Peter Sellers est censé mourir et ça dure très très longtemps. C'est aussi une critique acerbe de la société du spectacle et du paraître dans cette soirée très très bien filmée, parce qu'il y a aussi évidemment de la mise en scène derrière. Il faut savoir que le scénario était relativement succinct, 60 pages, le reste reposant sur les improvisations de Peter Sellers. Et puis d'un point de vue purement technique, Black Edwards fut l'un des premiers, on est en 68, à utiliser le retour vidéo, ce qui se faisait assez peu à l'époque. Quant à Peter Sellers, existe-t-il encore un adjectif qui pourrait résumer ce qu'il fait à l'écran? Génial, extravagant, subversif, inimitable. Sans doute tout cela à la fois. Excuse me, sir, but you are you not Wyoming Bill Kelso, the famous film star? That's me, in the flesh. Oh, God, what a moment in my life. Oh, sir, I've seen every one of your films. Oh, well, that's what wonderful, wonderful. Oh, what a wonderful strong grip you've got. Oh, yes, I do. Goodness, I would have been disappointed if you hadn't crushed my hand. Oh, listen, would you do me the honor to sign me an autograph? Oh, sure, here, hold this. Oh, I'll be glad to. I'm also in the acting profession, you know. Oh, you are? Yes, indeed. I'm not in your quality, but I am also an actor. What's your name? Hurundi. H-R-U-N-D. Wait till I tell them at home that I met him. They will never believe me. Where are you from? I'm from India. That's covered, engine. Oh! Got you! Bang howdy, partner. I'm pretty quick on the draw. Never I believe in all my whole life I would meet him and he would go, bang, partner. Listen to me. Like the man that's speaking with forked tongue.
won't hunt toad, buddy. Cute little fella, isn't he? I know all your sayings. I know all of them. All of Good, them. aren't they? The one where you walk along and then you go. Et on termine avec Blood Simple de Joel et Ethan Coen, réalisé en 1984, premier long métrage de la fratrie qui ressort le 25 juillet avec Frances McDormand, John Gates, Dan Hedaya et Emmett Walsh. Abby se voit offrir par son mari, Abby c'est Frances McDormand, par son mari un revolver à crosse de nacre, mauvaise idée car l'épouse insatisfaite s'empresse de l'utiliser contre lui. Elle s'enfuit à Houston avec Ray, son amant. Marty, dragueur malchanceux, abandonné par sa femme, a engagé un détective privé, pour surveiller son époux volage. C'est le premier film des frères Coen, Alexis, mais tout est en place. C'est un hommage déjà au film noir américain. D'ailleurs, le titre original est tiré d'une réplique de La Moisson Rouge de Dashiell Hammett, ce que je ne savais pas, mais à la sauce Coen, évidemment inclassable. Voilà, puisque c'est aussi un film à la fois somme pour tout ce qu'ils vont développer derrière, puisque si on le revoit aujourd'hui, forcément on va penser à Fargo, on va penser à No Country for Old Men, mais c'est un film qui n'est pas encore complètement dans l'humour noir assumé, ça reste quand même en suspens, c'est un petit peu dans l'air, c'est l'ambiance quand même reste lourde, c'est un film quand même très, on va dire, très sérieux, très premier degré. Après justement les personnages, c'est aussi toute une bande encore de losers, tous ces losers magnifiques qui ponctuent toute la filmographie des frères Coen. Donc c'est un film très très intéressant, surtout à revoir maintenant rétrospectivement par rapport à tous les autres films, puisque c'est vraiment un film où on retrouve quasiment peut-être pas toutes leurs thématiques, mais en tout cas les principaux sur forcément l'objet, l'objet qui identifie, qui est tout un symbole à travers le film, qu'on retrouve aussi dans tous leurs autres, que ce soit les films comiques ou les films un peu plus sombres. Donc c'est vraiment curieux, parce que si les gens ils vont le voir en imaginant qu'ils vont rigoler parce qu'il va y avoir des séquences un petit peu cocasses, pas forcément. Faut plutôt se l'imaginer en le revoyant No Country for Old Men, où c'est vraiment un film dur, assez profond, même s'il y a des séquences vraiment qui sortent de l'ordinaire. Puis Frances McDormand qui est extraordinaire, qui reviendra pour Fargo et pour le meilleur en fait. What I know about is Texas. Down here, you're on your own. Hello. Having a good time? Hey, what's it? Your husband. I got a job for you. It's not strictly legal. You want me to kill him? Ray, let's get out of here. What do you want to do? What do you want to do? What's funny is if it's not you she's sleeping with, it's someone else. What's really gonna be funny is when she gives you that look and says, I don't know what you're talking about. You look stupid now. On débute cette actualité DVD Blu-ray avec la sortie du Prisonnier d'Alcatraz de John Frankenheimer, édité chez Wildside, film de 1962 avec Burt Lancaster, Karl Malden, Thelma Ritter et Telly Savalas. En 1962, John Frankenheimer porte à l'écran l'histoire vraie de Robert Stroud, à l'époque le plus vieux prisonnier des États-Unis qui resta derrière les barreaux pendant 54 ans, suite au meurtre d'un homme ayant maltraité une prostituée, puis d'un gardien de prison. L'homme échappa de peu à la peine de mort, puis se prit d'affection pour les oiseaux, au point de devenir un spécialiste des volatiles, leur consacrant plusieurs ouvrages et rassemblant jusqu'à 300 oiseaux dans sa cellule. Le livre de Tom Gateys, puis le film de Frankenheimer soulevèrent un immense courant de sympathie dans tout le pays en faveur de la libération de Stroud, qui mourra en prison un peu plus d'un an après la sortie du film, le 21 novembre 1963, soit la veille de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Il ne vit jamais le prisonnier d'Alcatraz, qui
et pourtant un immense film d'une intensité inouïe, baigné par un splendide noir et blanc et porté par l'interprétation exceptionnelle de Burt Lancaster. Nous en parlons en compagnie de Doug Edline, auteur d'un excellent livret Au-delà des grilles qui accompagne cette très belle édition DVD Blu-ray. Doug Edline, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Merci. Alors, le cas de Robert Stroud intéressa tout d'abord donc Tom Gatiss, qui publia le livre Birdman of Alcatraz, qui inspira le film. Alors, qui était-il et pourquoi s'est-il passionné pour cette histoire de Robert Stroud ? Eh bien, Gatiss était un contrôleur judiciaire, également un enseignant, un type assez carré, apparemment, très sérieux, qui tout d'un coup tombe dans des journaux locaux sur l'histoire étrange de ce prisonnier qui avait réussi à obtenir au fil des années des privilèges tout à fait rares et vraiment inédits dans le cadre des institutions américaines de l'époque, puisque ce type était depuis des dizaines d'années déjà, au moment où Gatiss s'intéresse à lui, à la fin des années 40, au début des années 50, il était déjà en prison depuis un bon moment. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est un vieux prisonnier, c'est un prisonnier qui est condamné depuis très longtemps pour une sorte de un double crime, en fait, un crime en deux temps. D'abord un premier meurtre, peut-être par inadvertance au cours d'une bagarre dans une rixe où il semble qu'il ait défendu une prostituée, dont peut-être il était le souteneur ou peut-être pas, on ne sait pas. Bref, il tue un type, il se retrouve en prison. Quelque temps après, au fil d'une confrontation avec un gardien qui apparemment le traitait pas très bien, boum, rebelote, le malheureux Robert Stroud se retrouve à tuer le gardien par une sorte d'accès de violence, un peu incontrôlé. Il faut dire que Stroud n'était pas du genre aussi calme que ça. Et Tom Gatiss tombe sur ce personnage et se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein, ce criminel violent, incarcéré depuis des décennies, qu'on ne laisse pas sortir, dont on ne commute pas la peine et qui devient passionné des oiseaux. Donc voilà, l'aspect insolite de l'histoire attire l'œil de ce contrôleur judiciaire qui du coup se met à essayer de remuer ciel et terre pour comprendre ce qui s'est passé, trouver les archives. Il faut dire qu'à l'époque, l'administration pénitentiaire n'a pas du tout envie de communiquer autour du cas de Stroud, qui est effectivement une anomalie dans le système américain, et c'est ça qui a intéressé Gatiss. Alors, il s'est battu afin que Stroud obtienne une liberté conditionnelle, dénonçant l'injustice dont il était victime. Lancaster se décida vite à produire le film et jouer le rôle principal. Pourtant, sa société de production à l'époque était en bien mauvaise posture. Oui, c'était une décision audacieuse pour Burt Lancaster, qui était à l'époque une très grosse vedette. C'était quasiment une des plus grosses vedettes des États-Unis. Il avait remporté de gros succès tout au long des années 50. Et en fait, disons que probablement dans le souci de mieux contrôler ces sujets et de traiter des films, de traiter dans ces films des sujets un peu plus sociaux, un peu plus modernes que ce que faisait Hollywood parfois dans les années 50, disons quelque chose de moins proche du divertissement que de la réflexion. Il avait lancé avec deux associés cette société de production, Norma, qui était, disons, gérée d'une manière un peu hasardeuse et qui avait été portée par le succès inattendu de son premier film, qui était Marty, qui avait porté Ernest Borgnine jusqu'aux Oscars, ce qui était un peu étrange en 1955, mais ce premier succès donne des ailes à la société de Lancaster, qui se met à produire de plus en plus de films. Certains marchent, d'autres non. En fait, ils prennent des gros risques financiers et puis finalement, patatras, après l'échec de l'extraordinaire Sweet Smell of Success, le grand chantage d'Alexander McKendrick, la société de production croule sous les dettes et il faut arrêter. Donc Lancaster s'endette auprès de la United Artists, qui accepte de lui éponger ses dettes en échange de 4 films qu'il va tourner pour un prix dérisoire par rapport à son salaire habituel. Il ne gagnera que $185 000 par film sur ces 4 films. Et Le prisonnier d'Alcatraz va être le deuxième. Donc c'est à la fois un moment difficile pour Lancaster personnellement et un engagement très fort vis-à-vis du personnage de Stroud, et non pas du véritable Stroud, mais du personnage comme le décrit Tom Gatiss dans son livre, qui est un autodidacte, un homme qui a été en lutte avec le système, qui n'a pas permis au système de le briser et qui se retrouve dans une situation assez unique. Voilà, le plus vieux prisonnier des États-Unis, condamné, qu'on ne laisse pas sortir, dont on ne commute pas la peine et qui est vraiment très maltraité. Donc du coup c'est un super personnage de rebelle qui plaît beaucoup à Lancaster, et Lancaster se dit, moi-même qui est plein d'ennuis en ce moment, je suis un rebelle et je vais prendre ce rôle en main et ça sera idéal pour moi. Et en fait il a tout à fait raison.
Alors pourtant, il s'est heurté au barrage de l'administration pénitentiaire. Il a réussi à tourner ce film. Ils n'ont pas pu tourner en prison, donc ils l'ont tourné en studio. Et puis, ils engagent, alors là, c'est un petit peu une étrangeté. Au départ, ce n'est pas John Frankenheimer qui devait réaliser le film, mais Charles Crichton, qui fut d'abord envisagé, qui est un réalisateur de comédie anglaise et qui fut renvoyé au bout d'une semaine. Ça paraît assez étonnant. Oui, c'est un choix curieux qu'on ne s'explique pas très bien, sauf que à l'époque, dans cette fin des années 50, début des années 60, les réalisateurs anglais ont la cote à Hollywood et il y en a plusieurs qui sont appelés, en fait, on les fait venir pour tourner des films américains parce que les Anglais sont réputés pour avoir à la fois une grande conscience professionnelle, mais aussi de travailler très bien avec les comédiens et de tenir les délais, généralement. Donc voilà, Crichton, qui n'est pas du tout un réalisateur de films noirs, est un choix étonnant, beaucoup plus que par exemple un Alexander McKendrick qui était très bien choisi pour tourner Sweet Smell of Success, mais là ça se passe mal. Et Lancaster, aussi investi soit-il par son rôle et son envie de mener le film à bien, ne s'entend pas du tout avec le réalisateur, ne s'entend pas du tout avec le chef opérateur John Alton, qui est une sorte de diva, un merveilleux chef opérateur, mais qui est une sorte de diva de la photographie, donc qui a des exigences pas possibles. Tout ça commence à tourner assez mal, et Lancaster, qui est un homme autoritaire, décidé et déterminé, choisit de se séparer de sa première équipe. C'est un moment crucial dans l'histoire du prisonnier d'Alcatraz, puisque tout d'un coup, on va voir arriver un réalisateur de génie, qui est John Frankenheimer, avec qui Lancaster a fait un film peu avant, Le Temps du Châtiment, un film noir qui se passe dans la rue, tourné en extérieur à New York, pour lequel les deux hommes ont extrêmement bien travaillé ensemble sans du tout s'entendre. Il y a eu une grosse confrontation parce que c'est tous les deux des égos surdimensionnés, et Frankenheimer, très jeune, né en 1930, donc il a quand même bien moins d'années que son acteur, qui est né en 1913. Donc du coup, on se retrouve avec un jeune réalisateur têtu, plein de caractère et plein d'énergie, face à un acteur dominateur, plein de caractère et plein d'énergie. Donc évidemment, clash sur le tournage du Temps du Châtiment, mais le film est quand même sensationnel et fonctionne assez bien. Et du coup, quand Crichton est viré par Lancaster, un des coproducteurs de Lancaster lui dit écoute, il faut faire revenir Frankenheimer, lui il va faire ça formidablement. Évidemment, Lancaster n'est pas tout de suite enthousiaste, il hésite et puis il se laisse convaincre, et du coup le film va devenir un extraordinaire tour de force de cinéma, parce que l'association de ces deux personnes au caractère intraitable, à chaque fois qu'ils tournent ensemble, donnent des films sensationnels. Voilà. Alors ils sont en confrontation certes, mais on a l'impression que c'est vraiment pour le meilleur. C'est peut-être un des meilleurs exemples qui soit. Au contraire, ils sont peut-être, en effet, ça a sans doute été électrique, mais on a l'impression quand on voit le film d'une complémentarité totale, et Lancaster, qui a peut-être jamais été aussi grand que dans ce film, est totalement au service de son personnage, n'est jamais dans une performance, et la mise en scène de Frankenheimer, qui est d'une précision incroyable, est aussi au service du personnage. C'est une association d'ailleurs qui continuera par la suite, ils tourneront d'autres films ensemble. C'est comme quoi on n'a pas forcément besoin d'un plateau toujours idyllique pour faire un chef-d'œuvre. Non, en effet, et en même temps, je crois que l'aspect conflictuel n'était pas primordial. Il y avait une sorte de lutte d'influence où chacun des deux essayait de prendre le dessus sur l'autre, mais évidemment, Frankenheimer était au service de Lancaster, comme la plupart des gens sur un plateau de Lancaster. C'était quand même pour Burt que tout le monde se mettait au boulot et essayait de faire le meilleur. Et donc voilà, Frankenheimer était extrêmement doué, c'est vrai, moi c'est un réalisateur que j'admire énormément. Il est d'une inventivité extraordinaire, et là, dans ses premières années 60, il est probablement au mieux de sa forme, de toute sa carrière. Là, il fait vraiment des choses invraisemblables dans ces petits espaces, puisque vous avez dit que l'administration n'avait pas laissé les lieux de tournage, n'en avait pas laissé l'accès à l'équipe du film, et du coup, effectivement, ils ont tout reconstruit en studio, mais à l'identique, c'est-à-dire sans se faciliter le travail, sans se créer des cellules plus grandes, par exemple, ce qui leur aurait permis de déplacer les caméras plus facilement, sans faire de faux plafonds, des choses comme ça. Voilà, donc ils ont vraiment fait des facsimilés, des reproductions identiques des cellules de prison où ça se passe, des espaces communs dans les prisons, etc. Il y a quand même $150 000 de décors construits pour ce film,
ce qui est beaucoup à l'époque, surtout un film qui se passe essentiellement en intérieur, et du coup, voilà, dans ces contraintes, Frankenheimer excelle, en fait, voilà. Finalement, la confrontation avec son comédien vedette est peut-être aussi quelque chose qui le pousse à se dépasser, à devenir encore meilleur, et c'est sûr que dans ce film, sa mise en scène est absolument formidable. Bon, et comme vous le dites, l'association des deux donne un résultat où on se dit que voilà, ils se sont poussés chacun sans doute à essayer de faire le maximum, le meilleur, et le film est un reflet très fidèle de cette énergie, cet enthousiasme, cette espèce de volonté qui est criante à l'écran de réussir un film formidable, un classique, quoi, en fait, c'est ça. Et je ne sais pas s'ils le sentent au moment où ils le font, mais ils sentent que le film a un message, le film doit être fort, et donc ils mettent la gomme et ça donne un truc sensationnel. Alors on sait que Lancaster a pris fait et cause pour la personnalité, pour l'histoire de Robert Stroud. Il l'a rencontré après la sortie du film, et pourtant ce que vous racontez très bien dans le livre qui accompagne cette édition DVD, c'est que le vrai Robert Stroud n'était sans doute pas aussi poignant entre guillemets que ce que Lancaster en fait dans le film. C'est quelqu'un qui était sans doute avait une vie moins acceptable, plus ambiguë, plus tordue qu'il ne l'est dépeint dans le film. Oui, en effet, on peut dire que le personnage qu'incarne Lancaster dans Le Prisonnier d'Alcatraz, le Robert Stroud du film, est assez loin de la réalité, même s'il y a des aspects communs. En tout cas, sur le plan du caractère, il semble que Stroud n'ait pas du tout été le personnage un peu compliqué qu'on voit dans le film, et qui est quand même assez réglo et très finalement assez honnête pour un prisonnier doublement meurtrier. En fait non, c'était pas un type si clair que ça. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans sa vie. Il a beaucoup d'épisodes de violence un peu incontrôlés. Et on ne sait pas s'il n'a pas des tentations aussi homosexuelles vis-à-vis de détenus plus jeunes. Il a un peu bricolé ses ouvrages sur les oiseaux en empruntant de larges parties à d'autres livres écrits par d'autres gens. Donc voilà, il est beaucoup plus trouble, le véritable Robert Stroud. Et quand Lancaster le rencontre après le tournage, il sort de la rencontre en disant oui, c'est quand même un vieux renard. Donc en fait, il a bien trompé son monde, à commencer par Tom Gaddish, l'auteur du roman Le Prisonnier d'Alcatraz, parce que c'est presque un roman, de la façon dont c'est mis en boîte. C'est pas un roman parce que c'est le reflet de la vie de Stroud, mais c'est tellement romancé finalement dans l'esprit de Gaddish que le portrait qu'il fait du détenu est bien sympathique par rapport à la réalité. Et Lancaster se laisse porter par ça parce que le personnage qui l'intéresse de jouer, c'est le prisonnier d'Alcatraz fictif. C'est pas le vrai Robert Stroud, c'est pas de faire un portrait réaliste, c'est de prendre fait et cause, comme vous l'avez dit, pour un détenu au sort très inhabituel et peut-être profondément injuste par certains côtés. Voilà, c'est de dénoncer le système pénitentiaire américain, c'est de dénoncer les excès du système carcéral et les errements de la justice américaine de l'époque. Donc c'est une vraie grande cause. Et du coup, il faut faire de ce Robert Stroud-là un personnage aussi sympathique et enthousiasmant que possible. Eh bien, Doug Hedline, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce très très grand film de John Frankenheimer. Ceux qui n'ont pas encore vu, précipitez-vous sur cette très très belle édition DVD Blu-ray chez Wildside, avec donc évidemment un Burt Lancaster exceptionnel. Merci beaucoup, Doug Hedline, d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir. Warden, can I have a minute of your time? I mean you, Warden Younger. I'd like you to watch something. Okay, Runty. That's it. Come on. Open it. Open it. Open up. Go ahead. Open it. Go ahead. That's it. That's it. I've never seen anything like that in my life. Where did you get that bird? Found him in the exercise yard, sir. Just put your finger on his feet. What kind of a bird is that? Sparrow. Oh, yes, of course, yeah. Well, it must have taken great patience to train them. I admire that. And I can keep him, sir? Well, I don't see why not. You? You're the warden now, Jess. It's up to you. And I think it'll be permitted. And don't take advantage, Stroud. I wouldn't think of it, sir. Donc
continue cette actualité DVD Blu-ray avec 5 et la peau de Pierre Rissian, édité chez Carlotta, film de 1982 avec Féodor Atkin qui est ressorti en salle et qui là maintenant est en DVD Blu-ray version restaurée 4K. C'est le deuxième long métrage de Pierre Rissian, c'est bien ça. Une errance dans les rues de Manille à la première personne, sans dialogue, avec un commentaire constant en voix off et de nombreuses références au cinéaste fétiche de Rissian, Walsh, Lang, Preminger. D'ailleurs, à noter que des bonus accompagnent cette très belle édition, dont un documentaire co-réalisé par Pascal Mérigeau et Benoît Jacot qui s'appelle Gentleman Rissian. Alors, Alexis, pour Revue et Corrigé, vous avez rencontré Pierre Rissian quelques jours avant sa mort. Est-ce que vous pouvez nous redire rapidement qui était Pierre Rissian et cette rencontre, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors Pierre Rissian, en fait, c'est un homme de l'ombre qui connaît tous les grands. En fait, son métier l'a fait traverser des années de cinéphilie à la fois entre justement le cinéma classique qu'on a pu connaître dans les années 40-50 où il a connu les grands comme vous l'avez dit, comme Fritz Lang, Raoul Walsh, John Ford. Il les a côtoyés quand ils étaient justement sur la pente descendante, et il a été présent notamment pour beaucoup de cinéastes américains qui se sont lancés dans les années 70, qui n'étaient pas forcément bien considérés aux États-Unis et à qui il leur a permis d'avoir une vraie notoriété en Europe. Je pense notamment à Clint Eastwood, forcément, qui a été un de ses proches. Je pense également au réalisateur de L'Épouvantail, Jerry Schatzberg. Jane Campion aussi, il a permis à la faire accéder jusqu'à Cannes en insistant auprès de tout le monde pour comme quoi c'était une cinéaste qui valait des tours, et hop, Palme d'Or. Mais aussi, ça a été un énorme défenseur du cinéma asiatique. Grâce à lui, on a pu découvrir les films de King Hu qui retraçaient justement tout ce cinéma qui avait été perdu après la révolution culturelle de Chine, qui avait survécu encore à Taïwan. Et donc, on a pu redécouvrir tout ce cinéma-là, mais également aux Philippines, qu'on découvre dans 5 et la peau. Et c'est un vrai amoureux de l'Asie comme de l'Amérique et du cinéma en général. Donc, il a été attaché de presse, il a été... il a géré un ciné-club, puis producteur, puis donc réalisateur. Enfin, il a touché à tous les corps de métier du cinéma, mais a toujours été dans l'ombre. Il a toujours été très humble par rapport à ça, mais toujours curieux, fan de western de tous les genres. Et ça, à sa disparition, toutes les personnes influentes du cinéma ont expliqué de l'avoir connu et se souviennent très bien les rares fois ou les nombreuses fois avec qui ils ont eu affaire à lui. Et alors donc vous avez eu affaire à lui et une seule fois, je m'en rappellerai quel souvenir gardez-vous de cette rencontre? J'ai eu la chance donc de le voir chez lui donc pour l'interviewer sur 5 et la peau. Donc évidemment j'ai plein de souvenirs que je garderai pour moi-même, où je lui avais présenté notamment le projet de Revue et Corrigé, pour lequel il était enthousiasme en plus haut point, et donc on lui a dédié d'ailleurs le premier numéro, puisqu'il aurait été vraiment le premier lecteur le plus enthousiaste. Oui, c'est ce que vous dites. Oui, ce premier numéro est dédié à Pierre Rissian, qui aurait été notre premier lecteur. Exactement. Et parce que lui justement c'était le curieux par excellence, et suscitait la curiosité à faire revoir les films à certaines personnes qui les avaient pas forcément vus de la bonne manière, ou en tout cas selon sa version. Et moi, j'étais très intimidé puisque j'avais lu notamment Mr. Everywhere, qui est un ensemble de on avait parlé dans Flashback, oui. qu'on peut compiler par Samuel Blumenfeld sur toute sa carrière, où justement moi j'avais découvert l'existence de 5 et la peau à travers ces lignes-là, où il y a quelques pages qui sont consacrées au film. Donc je me dis tiens, c'est curieux, j'ai jamais vu ce film nulle part, même en DVD il était introuvable, il a existé en VHS pendant un moment, donc voilà, comme quoi ça remonte. Et donc là, grâce à Carlotta, on peut le revoir en une version restaurée, de laquelle il a été présent pour la restauration, donc comme quoi là ça a été vraiment sa vision respectée jusqu'au bout. Et c'est d'autant plus cruel que justement il a disparu quelques jours avant la présentation du film à Cannes, où justement ça aurait été son grand moment à lui. Enfin, on termine cette partie DVD Blu-ray avec une autre édition Carlotta, ultra collector, celle-là. C'est Professeur reporter de Michelangelo Antonioni, réalisé en 1975 avec Jack Nicholson et Maria Schneider. Nicholson campe un reporter, David Locke, qui échange son identité avec celle d'un homme mort découvert dans une chambre d'hôtel en Afrique. Sous son nouveau nom, il rencontre une jeune fille, Maria Schneider, avec laquelle il poursuit son voyage, mais l'homme dont il a pris l'identité est un trafiquant d'armes, lui-même poursuivi par les services secrets. C'est le 3e film consécutif qu'Antonioni tourne loin de l'Italie après Blow Up et Zabriskie Point, et le 3e produit
par Carlo Ponti, écrit par Mark Piplo. Le scénario donc n'était pas directement d'Antonioni, qui considérait lui-même que c'était l'un de ses films les plus aboutis, selon moi, pour moi son chef-d'œuvre. Une œuvre sur la fuite inexorable d'un homme qui veut changer d'identité pour se libérer de soi-même, avec l'une des scènes, messieurs, les plus connues de l'histoire du cinéma, ce plan séquence que l'on étudie encore, je pense, dans les écoles, longue de 7 minutes. La séquence, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu le film, nous fait passer sans rupture de l'intérieur à l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Alors il faut peut-être resituer la scène. Marc, Alexis, où est-ce qu'on se trouve et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc on est dans une chambre d'hôtel. Jack Nicholson est allongé, on va dire, sur un lit. La caméra parcourt très 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 lentement la pièce. Jack Nicholson est sur un bord du cadre, il sort progressivement. On se dirige vers la fenêtre. Il y a une grille. On passe très lentement, encore une fois, à travers la grille. On se retrouve dans la rue. On continue, la caméra panote, il y a des voitures qui passent, un gamin qui joue. On continue, la vie prend son cours dans la ville. La caméra continue à panoter, revient progressivement dans la maison, revient par la porte, je crois. Et on retombe de nouveau sur Jack Nicholson. Et là, je n'en dis pas plus pour les gens qui n'ont pas encore vu le film. Et tout ça, donc là, j'en ai parlé, j'en ai parlé pendant 20 secondes, mais le plan, voilà, vous l'avez dit, le plan dure 7 minutes avec une fluidité de la caméra qui est assez incroyable et toujours ce truc un peu formidable de se dire « Ah, il a fait passer la caméra à travers les barreaux, c'est fort quand même ». Oui, d'ailleurs, il explique, puisqu'il avait élaboré pour ça un système très complexe où une caméra a été maintenue à l'aide de tubes très légers afin de passer de l'intérieur de l'appartement de David à l'extérieur en traversant avec une fluidité déconcertante les barreaux de la fenêtre. Je vous mets au défi de revoir la scène. Même, c'était filmé il y a 45 ans et c'est encore exceptionnel pour une œuvre réellement métaphysique. Ce mot est souvent galvaudé, mais là, je pense qu'il a vraiment un sens dans ce film. Fascinante, l'incarnation de la modernité cinématographique selon Michelangelo Antonioni. Michelangelo Antonioni, one of the great film artists of this generation, now takes you on a fascinating and spellbinding journey into identity. Jack Nicholson is the reporter, famous, powerful, respected, and a haunted, driven, desperate man. Maria Schneider, the sensual young star of Last Tango in Paris, is the girl who ran with him and for him. What are you running away from? The passenger, a man who's just found a way out. He's changed places with a dead man. We are sure of the doctor's report. Your husband died from a heart attack. And he is about to begin an odyssey that will take him into that man's life and fate. Robertson is involved in illegal arms traffic in our country. I just sold 5,000 hand grenades, 900 rifles, and a great deal of ammunition to some people fighting a secret war in an obscure part of the world. A world that will never look the same again. Let's go. All right! The brilliance of Jack Nicholson. The beauty of Maria Schneider. The vision of Antonioni. The Passenger. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Marc Moquin, Alexis Yomé. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour Revue et Corrigée ? Le plus grand nombre de lecteurs possible. Voilà, plein de lecteurs. Profitez de l'été, c'est le moment où il y a énormément de ressorties, si bien que nous, on a été submergés dans le magazine de films à traiter. Donc c'est le grand moment des ressorties, c'est l'été, juillet, août. Profitez pour aller voir les films qui sont vus, revus et corrigés. Là, on en a parlé de quelques-uns ensemble, mais essentiellement, on se rend compte à chaque fois à quel point il est intéressant de les revoir aujourd'hui avec nos nouveaux regards. Et puis vous pourrez écouter bien sûr l'émission en podcast sur SoundCloud, iTunes et toutes les applications podcast. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 6 août pour une nouvelle émission. À très bientôt sur Séance Radio. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Le mercredi, c'est un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de servir le film. Où en fait, moi je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire, je le ressens aussi. Asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio. Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio. Avec plaisir, merci beaucoup. À 19h et sur toutes les applications podcast.